Bonjour à tous. Alors, nous allons débuter ce webinaire autour du projet de téléconsultation d'épileptologie que l'on a soutenu dans le cadre de la communauté de pratique épilepsie et handicap Bretagne et Pays de la Loire. Alors, on va attendre une petite minute, histoire que tout le monde puisse rejoindre la conférence. Ça doit être en cours. Une petite règle de bonne pratique, hein. Normalement, votre micro et caméra est coupé par défaut, mais je vous invite à le vérifier. Et lors des temps d'échange, vous pouvez alors deux choses, hein, pour échanger avec les différents intervenants. Vous pouvez utiliser la petite zone de chat. Vous avez un petit bouton en bas de votre écran discussion que vous pouvez ouvrir et accéder à la zone de chat, poser vos questions ici. Et si nous vous invitons à prendre la parole, vous pouvez réactiver vous-même votre micro et caméra. Voilà, donc ce temps de présentation du projet de téléconsultation était prévu en différents temps. Un premier temps avec GCS e-santé qui va présenter son fonctionnement et faire un retour sur le process, le fonctionnement assez concret de la téléconsultation d'épilepsie. Et un second temps de retour d'expérience avec masse femme Gibertin et la masse des romans. Voilà, je me présente, je ne l'ai pas fait en ouverture, désolé, Mathieu Ferk, je suis responsable de Prior et co-animateur de la communauté de pratique épilepsie et handicap avec le CNR phare et l'équipe Relais Bretagne. On va tout de suite passer au premier temps. J'invite les membres du GCS que je remercie pour leur présence à se présenter, et je vous donne la main pour le premier temps de présentation. Bonjour, donc moi je vais commencer. Nicolas Hulin, chargé d'appui au GCS e-santé. Donc je suis accompagné de deux de mes collègues que je laisse se présenter. Bonjour à tous, donc Lucie Lambert, binôme de Nicolas, chargée d'appui également sur le Maine-et-Loire. Chargée d'accompagner tous les professionnels de santé dans l'utilisation des outils sur le terrain. Et bonjour, Marion Affaire, chef de projet télésanté. Et donc du coup, je viens d'arriver fraîchement au GCS, le but étant de recueillir les besoins et souhaits des professionnels de santé en termes de développement des usages en téléexpertise et téléconsultation. Et donc, je travaille avec Lucie et Nicolas sur tout le Maine-et-Loire. Du coup, je vais vous présenter rapidement qui on est et puis l'historique du projet avant de laisser la main à ma collègue Lucie pour qu'elle puisse vous présenter la plateforme en tant que telle. Voilà, je partage mon écran. Vous me dites si c'est OK. Très bien, ça fonctionne. C'est bon, ça fonctionne. Parfait. Donc le GCS e-santé, donc on est un GRAD, un groupement régional d'appui au développement de la e-santé. On est le partenaire préférentiel de l'ARS qui nous missionne justement pour déployer opérationnellement en fait la stratégie numérique régionale. Donc si je change de slide, on est actif sur un certain nombre en fait de pôles. La télésanté évidemment là qui recoupe le projet épilepsie aujourd'hui, le parcours, dans tout ce qui est parcours de coordination, accompagnement des usagers par les professionnels. L'idée étant toujours de sécuriser l'information entre des professionnels par une plateforme qui le permet. Alors vous voyez, on est aussi sur Via Trajectoire, l'Aurore, le DMP évidemment, la messagerie sécurisée en santé qui tend à se déployer très fortement, et l'identitovigilance, l'INS, l'accompagnement du SI. Je ne m'étale pas parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Ici, vous avez donc l'équipe chargée de projet télésanté, et vous retrouvez pour le Maine-et-Loire les deux chargés d'appui, donc ma collègue et moi-même qui sommes là pour vous accompagner, vous professionnels, au plus près de vos usages, du côté de la formation, du côté du support, pour que justement ces stratégies soient fonctionnelles. On retrouve aussi les collègues sur les autres départements. Il y a peut-être des gens aujourd'hui qui sont d'autres départements, donc vous aurez affaire plutôt à d'autres chargés d'appui. Les chefs de projet, là aussi, évidemment, sont régionaux.
3 types d'actes portés sur la plateforme au jour d'aujourd'hui en télésanté: la téléconsultation, la téléexpertise et la télérégulation. La téléexpertise étant celle qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc la téléexpertise en neurologie épilepsie. Les constats: il y avait besoin d'améliorer l'accès aux soins des personnes épileptiques, le déplacement des résidents était compliqué, le médecin de l'établissement n'avait pas toujours la possibilité d'échanger avec le médecin expert au niveau du CHU. Donc l'idée, c'était de faciliter le recours à des professionnels médicaux, améliorer la transmission et le passage de l'information, éviter des déplacements et équiper les établissements pour qu'ils soient en capacité technique de réaliser ces téléexpertises. Dans cette structuration, on a retrouvé l'équipe du professeur Ricard Mounier du CHU d'Angers, quelques femmes MAS du Maine-et-Loire et évidemment en coordination l'équipe Prior du CHU. Ce projet date de 2019 avec un accord de l'ARS, une structuration du projet dans les mois, années qui ont suivi, et à partir d'octobre 2020, la structuration d'un mémo qui permet de définir un petit peu tout ce dont l'expert a besoin. Ma collègue vous en reparlera juste ensuite, pour que les demandeurs, les structures puissent exactement savoir ce qu'il faut indiquer pour pouvoir bénéficier de l'expertise. Ensuite, on a formé début 2021 le MAS du Gibertin à Chemillé, la MAS du Gibertin. Avril 2021, il y a eu un test sur la plateforme entre l'équipe d'experts du CHU et l'équipe du Gibertin. Et depuis mai 2021, on forme les MAS et les femmes du territoire qui sont concernées par cette expertise-là. L'usage aujourd'hui est en cours et donc aujourd'hui, on arrive au moment des premiers retours d'expérience qui justifient notre rencontre aujourd'hui. Voilà. Je passe la main à ma collègue pour qu'elle puisse rapidement vous présenter la plateforme. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. Oui, on voit. D'accord. Donc, l'outil présenté, c'est donc Covotem. Covotem Autonome, c'est un logiciel qu'on installe sur les ordinateurs des structures. Voilà, connexion, on crée vos comptes, on crée des comptes d'accès à chaque professionnel qui permet ensuite voilà, de se connecter. Comme là à gauche, on voit, c'est bien moi qui me suis connectée. Donc, on arrive ici sur cette page d'accueil avec la possibilité d'avoir accès donc, à tous les dossiers qu'on a créés ou dont on fait partie, voilà, que notre équipe nous a partagé. On recherche un patient. Je vais faire juste... Ah, ça ne veut pas. Je pense que là, avec le partage, je vais retourner sur un dossier que j'ai créé, c'est pas grave. Donc là, c'est un dossier test. Une fois qu'en fait, vous avez que le professionnel a créé son identité, sa demande, son patient, il y a une fiche, la fiche neurologie qui a été donc vraiment construite avec le service de neurologie du CHU d'Angers. On retrouve la partie de l'identité du patient qu'on a saisie auparavant dans la création. C'est un formulaire qui sert aux deux parties, aussi bien aux demandeurs, donc femmes MAS, que à la partie expert, donc le service de neurologie. C'est tout sur le même formulaire, c'est-à-dire que vous créez la femme MAS crée la demande en remplissant les champs bleus, partie demandeur, patient, professionnel pour vous identifier, c'est important, le motif de la demande, et ensuite vous avez la possibilité d'ajouter des pièces jointes en allant les chercher sur votre ordinateur et elles s'installent ensuite ici sur le côté avec les autres. Un bilan, ordonnance, vidéo également. Tout ça, c'est possible. Ensuite,
vous envoyez votre demande. L'expert, lui, recevra la demande. Pareil, il devra se connecter. Donc, il reçoit des notifications par mail qui le prévient qu'il a reçu une demande. Et ensuite, il vient, il ouvre le dossier et il voit ce que vous avez rempli. Et ensuite, il vient sur sa partie expert, il complète et ensuite, il valide son compte-rendu, son expertise en tout cas. En sachant que ce qui a été vu avec le service de neurologie, on vous l'a remis sur une fiche mémo, comme le disait Nicolas tout à l'heure, qui récapitule les données les plus importantes. Donc là, on vous a remis la façon de se connecter, le type de demande à choisir neurologie dans le choix du formulaire. Quand on envoie au service de dermatologie, on a la liste de diffusion pour qu'ils puissent le recevoir, en ajoutant également le destinataire, votre équipe, qui permettra de partager le dossier. Les informations importantes à ne pas oublier de noter et les pièces jointes que le service expert souhaite également voir apparaître pour traiter la demande. Et puis ensuite, la procédure qui avait été convenue, c'est que la structure FAMMAS contacte, donc après avoir rempli cette demande, contacte le service de neurologie pour prendre rendez-vous pour une téléconsultation, en lui précisant que tout a déjà été fait sur la plateforme. Et puis le jour J, il vous suffira d'aller sur la partie salle pour aller vous connecter en fait. Je vais revenir sur le document et chercher 49 CHU danger épilepsie. En cliquant dessus, vous rentrez dans la salle de visioconférence qui vous permettra de faire la téléconsultation avec l'expert qui sera en face de vous à ce moment-là. Donc ça, c'est une fiche mémo qu'on distribue lors de nos formations. Une fois que, quand on vient vous voir, on vous laisse des guides d'utilisation, un guide très complet et ce petit mémo-là pour cet usage de neurologie épilepsie. Et puis bon, après, nous, dans tous les cas, on vous accompagne à la moindre question. On peut vous accompagner lors de votre premier usage si vous êtes en difficulté ou si vous préférez vous faire accompagner, il n'y a aucun problème. Voilà, j'ai été très succincte sur la partie des mots, parce qu'après, c'est vrai qu'on prend vraiment le temps pour former. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vais redonner la main. Ok, merci. Hop là, pardon. Ok, merci pour cette présentation de l'outil Covalia. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assemblée? J'en vois pas dans la zone de chat. Moi, j'en ai une première, une question. Qui peut remplir ce formulaire, en tout cas déclencher une téléconsultation d'où part la demande, en fait, et quel type de professionnel est habilité à déclencher une demande de téléconsultation au sein d'un établissement, des établissements Mass-EFAM? Est-ce que ça doit obligatoirement passer par un médecin référent ou un éducateur spécialisé ou une infirmière coordinatrice? Voilà. Question pour le GCS? En fait, dans la procédure qui a été identifiée, qui déclenche la demande de téléconsultation? Oui. Alors, dans les grandes règles de base, c'est donc déjà, il faut être dans le paramédical, médical. On ne crée pas des comptes pour
Enfin, on crée pas, enfin, les accès aux données médicaux, sociales sont vraiment réservés à ces professionnels-là. Donc, c'est vrai qu'une secrétaire n'aura pas forcément la même vue partagée qu'un autre professionnel. D'où justement les demandes. Souvent, c'est les éducs, infirmiers et médecins qui font les demandes. Souvent, donc, c'est moins les médecins, mais les infirmiers et les éducs. Et du coup, c'est quand même chapeauté par le médecin. C'est à la demande, avec l'accord, ou en tout cas, voilà, c'est quand même un accord avec le médecin, c'est sûr. Mais après, voilà, ça peut être fait par un éduc, par un infirmier. Et dans tous les cas, il faut que la personne, effectivement, ait un compte créé sur la plateforme. Et s'il y a un besoin d'accompagnement, il faut le signaler. Mais effectivement, ça nécessite des données de professionnels de santé. Type numéro RPPS, des choses comme ça. Enfin, il faut que la personne soit un professionnel de santé pour pouvoir faire sa demande s'il y en a le besoin. Et après, effectivement, il y a des demandes de création de compte qui sont faites, plus un accompagnement des professionnels s'il y a besoin de repasser, par exemple, dans les MAS, les femmes ou les EHPAD. Mais le but, effectivement, c'est de ne pas être livré à soi-même et de savoir quelles sont les étapes à respecter. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'outil Covagia ou sur le fonctionnement du GCS de manière globale? Bon, sinon, on va enchaîner, hein. On aura un temps d'échange à la fin des différentes interventions. Bonjour. Je suis Marie Guignard, je suis ergothérapeute à l'UHR de La Réunion. Et je me demandais si pour ces téléconsultations, il y a besoin d'un matériel spécifique en fonction de ce que va vouloir comme renseignement, de ce que le neurologue va vouloir savoir. Je ne sais pas si c'était clair dans ma question. Alors, oui, la question est claire. Alors, pour répondre assez simplement, ce qui a été convenu, c'est que l'idée, c'est il fallait qu'on puisse équiper les établissements déjà de PC, d'ordinateurs, de double écran qui permettaient la visio. Donc, ça, on a essayé de partir sur un appareillage assez simple, pas trop technologique pour que ça soit facile d'accès, mais pour autant cadré avec l'établissement si toutefois il y a un besoin un peu spécifique de ce côté-là. Donc, vous aurez classiquement un ordinateur, un double écran de l'autre côté pour que le résident puisse être filmé et vu par le médecin expert, pendant qu'éventuellement le professionnel de santé est lui sur son propre ordinateur pour faire de la saisie de dossiers et suivre la consultation en parallèle. Vous avez du coup une caméra déportée qui peut permettre de déplacer un petit peu l'image en fonction de ce que l'expert aurait besoin de visualiser. Vous avez une Jabra qui permet de diffuser du son de très bonne qualité dans un sens et dans l'autre. Et puis des lecteurs CPS, je pense que j'oublie rien, des lecteurs CPS éventuellement sur les postes concernés pour pouvoir se connecter de façon sécurisée. L'idée étant que pour éviter des choses un petit peu trop complexes à utiliser, on puisse s'adosser en parallèle de ça sur l'utilisation soit d'une tablette, soit d'un smartphone pour filmer par exemple une crise d'épilepsie et pouvoir la rajouter en pièce jointe sur la plateforme lors d'une demande d'expertise. Voilà, donc on est sur du matériel assez simple d'utilisation que tout le monde connaît pour faciliter l'usage. Je ne sais pas si je réponds à la question. Merci. Merci. Je propose qu'on passe au second temps de retour d'expérience et on prendra un temps final de discussion. Tout le monde pourra ouvrir sa caméra et son micro. J'invite du coup Masfam, Gibertin et puis le docteur Bouin à ouvrir
leur caméra et leur micro pour que vous puissiez vous présenter. Bonjour. 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 Allez-y, Augibertin, je vous laisse vous présenter en première. Docteur Seigneur Foucault, je suis médecin généraliste, pharmacie le Gibertin. Et Elise Godreau, je suis chef du service du pôle soins sur femmes associées au Gibertin. Okay. Docteur Blouin, je vous laisse vous présenter. Je suis le docteur Blouin, je suis médecin généraliste à la Masse-les-Romans, près de Saumur. Ok, merci d'avoir accepté de venir témoigner, d'avoir un premier retour d'expérience de l'usage de téléconsultation. Vous avez été à l'initiative du projet avec nous-mêmes, Prior, et puis le service de neurologie du CHU d'Angers. Bon, cet usage est assez récent encore, hein, c'est un retour d'expérience tout frais, mais l'idée, c'est peut-être d'avoir peut-être un retour sur chacun de vos établissements, comment ça s'est mis en place, cette procédure d'un point de vue technique et opérationnel, et puis un retour aussi sur la plus-value que vous voyez à cet usage de téléconsultation, donc suivi des patients, la relation avec le service de neurologie du CHU d'Angers. Je vous laisse commencer, Augibertin. Oui. Du coup, pour tout ce qui est pour le tout début, donc tout ce qui était installation du matériel, on a du coup ce qui est très appréciable, c'est qu'en fait, il y a une personne qui vient faire la globalité du suivi du début à la fin. Donc, cette personne nous a installé le matériel, formé au matériel et testé le matériel ensemble. Donc ça, c'est vraiment très agréable dans le faire parce que du coup, on se sent tout de suite plus autonome et dès qu'il y avait la moindre question, cette personne était joignable. Donc, c'est une personne ressource très importante, en tout cas dans les débuts, pour bien prendre le logiciel en main. Donc, voilà pour l'installation. Après, on a essayé de tout découper sur les temps. Donc, on vous fait un petit retour sur la prise de rendez-vous en soi, avec le logiciel, ce qu'on nous a montré juste avant. La prise de rendez-vous, pour nous, ça n'a jamais été une grande difficulté. Joindre les documents nécessaires à la téléconsultation, on n'a pas trouvé ça difficile en soi à mettre en place. Après, c'est toujours un peu de temps, effectivement, mais en tout cas, pas de difficulté. Après, nous, la difficulté qu'on a rencontrée, c'est qu'au tout début, il n'y a que moi, en fait, qui avait les accès pour faire des demandes. Et ça vient vite limitant, en fait. Donc, il va falloir étendre les accès à l'ensemble des infirmiers et puis aux médecins pour qu'il y ait plus de personnes référentes de cette nouvelle pratique. Après, en ce qui concerne la connexion en elle-même sur le site, sur le logiciel, nous, on n'a pas rencontré de soucis particuliers pour la connexion en elle-même. Après, on a rencontré quelques soucis au niveau de la webcam, de l'affichage, du son, de choses comme ça, qui, je pense, sont plus de notre fait et de notre connaissance de l'informatique que vraiment des problèmes de logiciel interne. Voilà pour la connexion. Et puis après, pour les rendez-vous en eux-mêmes, c'est très appréciable de ne pas se déplacer, de ne pas déplacer les résidents, de ne pas mobiliser des membres du personnel sur 3 heures pour un rendez-vous qui peut durer souvent que 10-20 minutes. Donc, effectivement, avoir un professionnel qui est juste là sur le temps donné, ça nous permet aussi d'avoir plus de professionnels parce qu'on a la présence du médecin on essaye de faire coïncider avec notre médecin traitant, ce qui en rendez-vous extérieur est complètement impossible. Donc voilà, et puis d'avoir toujours un infirmier, un éduc, on peut aussi faire intervenir la famille. Donc c'est très intéressant et c'est appréciable pour les rendez-vous. Ça crée vraiment du lien et de la confiance, je trouve, entre tous les participants. Après, il y a aussi, alors il y a un résident, ça avait un côté un peu ludique aussi pour lui d'utiliser ce matériel-là.
Donc, on trouvait ça aussi intéressant dans l'accroche du rendez-vous. Lui, il y trouvait autre chose, mais au moins, il était présent avec nous et il participait au rendez-vous. Voilà, puis après, d'un point de vue médecin, tu disais, Sophie, que ce qui est appréciable, c'est que vous pouvez communiquer entre médecins, quoi. Il y a un réel échange direct avec le médecin et des questions qui ne sont pas différées ou des attentes ou une attente de compte rendu ou autre. Là, c'est direct, donc c'est très appréciable. Et après, on est en attente de l'EEG qui réglerait beaucoup de problèmes aussi. Donc, voilà, dans les évolutions, nous, on est très impatients d'accéder, si c'est possible, à l'EEG en télémédecine. Voilà à peu près pour notre retour à nous. Je sais pas si vous avez je voulais juste dire par rapport à l'intervention de Madame Lambert qu'en fait, nous, pratiquement, quand on fait la téléconsultation, on clique sur le lien qu'on nous donne et ça ouvre directement la bonne salle. La salle et le... On n'a pas besoin d'aller chercher la salle. Juste en cliquant sur le lien qu'on nous envoie, on est directement accroché dans la salle. D'accord, c'est encore mieux. Oui, c'est suite à l'appel, au rendez-vous que vous fixez? Oui, au mail de confirmation qu'on reçoit, en fait, et dedans, il y a déjà le lien pour accéder directement à la salle. Là, c'est parfait. Super, merci. Ok, merci pour ce premier retour d'expérience. On va prendre les questions ensuite. Je vous invite au même exercice. Docteur Boin, je pense qu'il y a eu en termes d'équipement peut-être des choix différents, non, sur la masse des romans J'ai l'impression qu'on a l'équipement dont parlait le GCSI. En tout cas, je voulais dire qu'on a été très bien accompagnés pour mettre ça en place. Là, il n'y a vraiment aucun souci. Nous, on a du matériel qui tient dans une sacoche d'ordinateur à peu près et qu'on installe à chaque fois. Donc, un ordinateur, une webcam, une Java, un écran en plus. Voilà. C'est assez facile d'utilisation. Voilà. Nous, notre établissement est situé à 1 heure de route de l'hôpital d'Angers. Et du coup, c'est vrai que c'était ça notre difficulté, c'est qu'on prenait beaucoup de temps dans les trajets pour une consultation relativement courte. Et en plus, on a des résidents qui ont des épilepsies pharmacorésistantes, pas toujours stabilisées, donc des fois avec 2 accompagnateurs. Et en fait, on voulait quand même aller au CHU d'Angers pour l'expertise de ces neurologues-là. Et du coup, maintenant, on peut faire quelques téléconsultations, mais on a démarré, on en a fait 5. Donc, on a encore des choses à mettre au point. Ce que je trouve bien, moi, c'est aussi de pouvoir faire venir la famille, le résident, une personne de l'équipe et une personne soignante. Évidemment, sur des consultations à 1 heure de route, on n'avait pas forcément toutes ces personnes-là. Et moi, j'ai pu assister à certaines consultations. Et là, il y a vraiment un plus dans la relation directe avec le neurologue et pour mieux comprendre ses attentes et comment on peut améliorer les consultations. La neurologue, elle aime bien voir le résident, donc c'est très intéressant d'avoir un écran supplémentaire. Voilà, pour l'instant, il y a quand même pas mal de préparation à l'avance pour être sûr que la téléconsultation soit fluide et se passe bien. Mais à force de faire, je pense qu'on améliorera. Et puis, avant les rendez-vous, c'est vrai que j'ai dû appeler quand même plusieurs fois le service de neurologie qui n'avait pas encore mis ses habitudes de travail avec ces téléconsultations. Voilà. Voilà, mais globalement, ouais, je suis très satisfaite de cette possibilité-là. Très bien, merci. Oui, effectivement, vous avez bien fait de préciser sur le changement de pratique que ça impose également au niveau du service de neurologie. Malheureusement, on n'a pas pu avoir de neurologue du service de neuro présent aujourd'hui pour venir témoigner, mais pour l'ensemble en fait
des nouveaux actes de télémédecine qui arrivent de plus en plus sur les services. Ça nécessite de revoir les plannings de chaque médecin pour caler des tranches ou des demi-journées dédiées à des téléconsultations ou de la téléexpertise. Et c'est vrai que voilà, il y a eu cet accompagnement également aussi du GCS et de nous-mêmes sur Prior pour revoir un peu cette organisation au sein du service de neuro pour ces téléconsultations. C'est très intéressant votre retour d'expérience sur le suivi puis l'ouverture de ces temps d'échange avec les services de neurologie aux familles ou à d'autres professionnels de la structure. C'est des choses qu'on n'avait pas, nous, à notre niveau, en tout cas, tout à fait identifiées. On s'était dit que ça allait être des consultations classiques avec l'éducateur référent ou l'infirmière de coordinatrice, mais pas forcément que le médecin pourrait être présent. Et on voit bien le renforcement du dialogue entre le service médical de la masse-femme et le service de neurologie. Donc, c'est un retour d'expérience intéressant. Et comment ça se passe concrètement pour les familles? Ils sont physiquement présents avec vous ou ils ont un accès à distance? Pour moi, ils sont présents. Ils viennent sur l'établissement. D'accord. Et au Gibertin, c'est pareil? Oui, c'est pareil pour nous aussi. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a une première question qui est arrivée dans la zone de chat. Pensez-vous que ces téléconsultations puissent avoir lieu pour des personnes qui ne sont pas accompagnées par des masses ou des femmes, mais qui sont au domicile parental? Alors, je n'ai pas tous les process. Alors, ça sera une autre entrée. Mais je laisse peut-être le GCS répondre sur cette retour d'expérience de téléconsultation. Est-ce qu'elles peuvent se déclencher du domicile de la personne? Mais est-ce qu'il faut un professionnel de la santé? Est-ce qu'on imagine par exemple un SAMSA ou un SIAD avec une infirmière qui intervient dans le parcours pourrait être à l'origine d'une saisine? Alors en fait, mes collègues compléteront si je omets certains éléments, mais effectivement, c'est des choses qui peuvent être faites, de proposer une visio, par exemple, avec une infirmière qui serait présente au domicile du patient. C'est des choses qui sont envisageables et qui sont parfois proposées sur d'autres expertises. Après, il faut voir effectivement, encore une fois, comme c'était dit tout à l'heure, tout est une question d'organisation dans la mise en place de l'accompagnement du patient. Et s'il est défini qu'effectivement, avec certains professionnels de santé, il est possible de collaborer d'une certaine manière, certaines visios peuvent être faites au chevet du patient. Par contre, effectivement, c'est pas forcément le même équipement, sauf si effectivement des personnes se déplacent avec l'équipement, mais sinon, des fois, avec un smartphone, c'est des choses qui peuvent être proposées. Alors, pour préciser peut-être, entre professionnels de pair à pair, ce qu'il faudra, c'est que les deux parties, effectivement, aient eu un accès sur la plateforme, parce que du coup, c'est des connexions sécurisées qui font qu'effectivement, cet infirmier, s'il est au domicile, il faudra qu'il ait un accès. Si toutefois, l'expert décidait qu'il avait envie de faire une téléconsultation, ce qui ne serait pas une téléexpertise, il faudra un peu plus de temps pour expliquer un peu ça, mais si l'expert décidait qu'il voulait faire une téléconsultation avec un résident et sa famille à domicile, là, il y a des liens qui sont possibles, qui peuvent être envoyés directement sur un mail ou un mobile d'un proche au domicile. Mais on n'est plus tout à fait dans le même cadre que ce dont on parle aujourd'hui, où là, on est vraiment sur une structuration de téléexpertise avec des professionnels de chaque côté, en plus de cette téléconsultation. Oui, en fait, dans l'usage aujourd'hui, il y a un peu ces deux types d'actes de télémédecine qui est mixé. Téléconsultation, parce qu'il y a la présence du patient, et puis vous indiquiez que
que le neurologue pouvait être intéressé aussi pour avoir une vue directement du patient, et puis un temps d'échange d'expertise entre un médecin requérant et un médecin expert. Bon, je ne pense pas que d'un point de vue valorisation tarifaire, ça doit être plus compliqué pour valoriser en deux actes, mais en tout cas, l'échange est intéressant. Je reprends la zone de chat. Alors, sur la dernière question adressée par Flo, professeur Ricard Mounier a déjà fait des téléconsultations. Alors, j'imagine que vous sollicitez la communauté qui était venue solliciter la communauté de pratique pour initier une réflexion avec les masses femmes qui avaient des suivis sur le CHU d'Angers. Question de Dominique. Est-ce que cette téléexpertise se répand sur toute la France? Alors là, nous, on n'a pas de vue des projets similaires sur le territoire national. Déjà, dans un premier temps, on souhaiterait, nous, dupliquer, le répandre sur l'ensemble de la région Pays de la Loire. Bon, il faudra travailler avec les autres services de neurologie, notamment du CHU de Nantes et les autres neurologues présents sur les autres départements. Mais ça peut être du rôle aussi des communautés de pratique et puis du réseau des équipes relais handicap rares, de diffuser cet usage et puis d'être à l'initiative de concertation. On voit bien un projet de télémédecine se concrétise sur un territoire qu'en partant des acteurs eux-mêmes du terrain. Et donc, il faut que les services de neurologie soient intéressés pour porter ces projets. Et ensuite, des réseaux comme les équipes relais peuvent fédérer des établissements médico-sociaux pour porter collectivement un projet, puis se rapprocher du grade d'Est du territoire pour initier un projet. Mais c'est vrai que les usages de télémédecine, téléconsultation, téléexpertise se répandent quand même de manière assez forte au sein de l'ensemble des centres hospitaliers. Donc, on a vu dans la présentation de Nicolas au début les différents usages qui existent aujourd'hui de télémédecine et qui sont de plus en plus nombreux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez modifié vos outils de suivi de crise ou avec la mise en place de la téléexpertise? Est-ce que c'est un chantier sur lequel qui a été mentionné ou voilà, les documents de liaison finalement entre le service de neurologie et l'équipe médicale? Est-ce qu'il y a des documents similaires pour l'ensemble des masses femmes où chacun a gardé finalement ses propres outils de suivi de crise et de description des crises pour voilà, et les transmettre sur chaque téléconsultation au service de neurologie? Alors, pour l'instant, nous, on reste sur les mêmes outils de suivi, c'est-à-dire description des crises, listing des crises. On aimerait pouvoir les filmer, mais c'est toujours un peu compliqué. Pour nous aussi, on a gardé notre outil parce qu'il peut être téléchargé et envoyé directement au neurologue. Et j'avais déjà travaillé avant cet outil avec les neurologues du CHU pour répondre à leurs attentes en termes d'observation, de particularités qu'il fallait noter. Ok, très bien. Je pose la question parce que c'est un vrai enjeu, cette transmission d'informations et de description des crises, notamment sur les épilepsies pharmacorésistantes entre le service de neuro et les établissements. Donc, effectivement, il y a un vrai travail pour l'ensemble des établissements médicalisés et confrontés à ces problématiques de création d'outils communs pour que l'information puisse être bien transmise. J'en profite pour renvoyer vers un précédent webinaire que l'on avait réalisé avec le docteur Patrick Latour. On va vous mettre un lien dans la zone de chat, justement sur ce suivi des crises et des outils mis en place au sein de l'ATEP
où exerce Patrick Atour. C'est assez intéressant d'avoir ce retour d'expérience et ça peut aussi amener à des réflexions sur une amélioration ou un développement de nouveaux outils de suivi. Je vous mets le lien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, il nous reste, on a prévu de terminer à 13 h, donc n'hésitez pas à poser vos questions soit dans la zone de chat ou ouvrir directement votre micro. Moi, je voulais juste rajouter par rapport pour filmer, pardon, je n'ai pas mis ma caméra. Effectivement, filmer un patient en crise, évidemment, c'est vrai que c'est intéressant. Après, c'est vrai que notre outil, l'outil Covotem, permet vraiment de sécuriser en fait vraiment les données, c'est le but. Au-delà de communiquer avec les professionnels, c'est vraiment un outil fait pour transiter des données médicales, enfin, quelles qu'elles soient, en tout cas médicales. Donc après, c'est vrai qu'on peut aussi télécharger, importer une pièce, comme je vous le disais, sur le logiciel, une vidéo que vous avez faite et la transposer dans le logiciel pour passer ça directement au service neuro. Ça, c'est vrai que c'est plus sécurisé que revenir aux anciennes pratiques par mail et tout ça, ou d'autres canaux qui seront peut-être pas sécurisés, quoi. Mon micro qui est coupé. On a une nouvelle question dans le chat, mais je ne sais pas si... je ne pense pas qu'on va avoir le chiffre. Quel pourcentage de consultations le digital représente-t-il par rapport aux consultations cabinet ou hospitalières? Moi, je n'ai pas d'éléments sur ce pourcentage. Je ne sais pas si le GCS a des données, mais ou de manière globale, un petit peu sur le déploiement de la télémédecine au sein des services hospitaliers. Alors effectivement, en interne, on a des personnes qui se chargent de l'analyse des statistiques d'usage. Donc, on n'a pas effectivement ce pourcentage de consultations, puisqu'effectivement, il faudrait qu'on ait le volume des consultations d'un service pour pouvoir comparer. Mais en tout cas, on peut, pour les établissements qui le souhaitent, du côté expert, savoir combien de téléconsultations ont été faites. On a une vision, en fait, des professionnels qui en font le plus et du nombre d'actes réalisés. Donc ça, c'est des données qu'on peut extraire pour les établissements, effectivement, et on peut savoir effectivement par usage comment les experts ont été sollicités. Est-ce que c'est plutôt en hausse? Alors bien évidemment, pendant la phase Covid, il y a eu un énorme bond. L'évolution est différente. Maintenant, on voit plus une évolution en termes de nombre d'usages et de nombre de consultations et téléexpertise par usage, puisque c'est quelque chose qui s'est un peu démocratisé au début de la pandémie. Et donc, c'est des chiffres qu'on peut extraire. Par contre, effectivement, j'ai pas le pourcentage le chiffre pour de remplacement de ces consultations, de consultations classiques par des consultations digitales. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que pour l'épilepsie, là, c'est un projet de toute façon expérimental et relativement neuf. Donc on peut imaginer que dans les prochaines semaines, les prochains mois, ça puisse augmenter tranquillement. Ce qu'on observe sur un plan régional, c'est que globalement, depuis un certain nombre de mois, il y a une recherche assez nette des professionnels vers de nouvelles expertises pour rapprocher un peu les territoires qui sont un peu plus éloignés des CH. Avec des retours assez positifs de ce côté-là, où finalement, je pense
à des types d'expertise comme la dermatologie, ça permet de raccourcir des délais de façon importante par rapport à des consultations qui parfois étaient très éloignées. Donc il y a un vrai mouvement de fond là aujourd'hui qui est en train de s'accélérer de ce côté-là. Et nous, on est juste opérateur en fait pour mettre en phase des demandeurs et des experts pour essayer de fluidifier ces échanges. Oui, et puis je pense sur un certain nombre de projets aussi, ça vient renforcer le suivi en cours, pas forcément remplacer des consultations en présentiel. Là, ça peut être le cas pour épilepsie, mais ce n'est pas toujours ce qui est recherché dans l'usage, de remplacer des consultations ou des temps d'hospice, mais de renforcer vraiment le suivi. Par exemple, pour le projet de téléconsultation épilepsie, il faut que le patient aussi soit déjà connu du service de neuro et bénéficie déjà d'un suivi par un médecin pour bénéficier d'une téléconsultation. On ne va pas être sur des patients non connus du service de neurologie pour lesquels on souhaite un avis d'expertise. Peut-être qu'il y aura d'autres usages, d'autres process de téléexpertise pour ces recueils d'expertise, mais voilà, ce n'est pas dans le cadre de ce projet. Une question sur la facturation vis-à-vis de la CPAM, une téléconsultation est-elle remboursée à 100% comme une consultation classique, et puis peut-être rajouter comment ça se passe finalement sur la valorisation de cette activité d'un point de vue du requérant et puis du médecin requis. Moi, je peux peut-être apporter juste ma réponse, c'est que je suis médecin salarié dans l'établissement, donc je ne suis pas rémunérée en plus pour cette activité-là. Alors là, je pense que j'aurais besoin que mes collègues complètent parce que effectivement, je suis arrivée récemment, mais je sais que sur la partie, il y a l'avenant 9 qui est arrivé, donc il y avait c'était bordé effectivement les téléconsultations, mais il y a effectivement une rémunération des professionnels de santé, aussi bien pour le demandeur qui passe du temps sur un dossier, que pour le médecin qui va apporter son expertise. Et c'est pour ça aussi qu'il est important de bien compléter les champs effectivement administratifs concernant soit l'établissement, soit le professionnel de santé, puisque c'est ce qui permet, après il y a une déclaration à faire pour effectivement déclarer qu'on a participé qu'on a apporté son expertise, et donc ça c'est à déclarer à la CPM si je ne me trompe pas, pour la cotation des actes. C'est ça, normalement. Alors, c'est vrai que ça, c'est le versant de la CPAM, mais normalement, c'est vraiment une consultation comme une la téléconsultation comme une téléconsultation, comme une consultation classique. Donc, le système de remboursement devrait être le même. On pourra vous apporter des éléments de précision effectivement sur les modifications qui sont en cours avec l'avenant 9 qui limitait sur certains points les actes. Avant, c'était uniquement l'expert qui devait déclarer sa consultation, et en même temps, il déclarait le demandeur. Et à partir donc c'est prévu pour début 2022, les deux médecins, que ce soit le demandeur ou l'expert, devront déclarer leur acte, en fait. Ce ne sera plus déclaré uniquement par l'expert. Merci. Sauf que, comme le disait Madame Bloin, moi aussi je suis médecin salarié. Oui. Voilà. Pour les établissements, effectivement, c'est différent. Ça rentre, il me semble que le financement se fait au niveau de la structure et pas de l'individu. Ça fonctionne avec le finesse géographique. Tout à fait. Mais il n'y a pas de rémunération en plus pour la structure Non, dans laquelle on est. Non. Mais par contre, le fait que vous indiquiez le finesse géographique permet à l'expert, pour le coup, lui, de son côté, d'être rémunéré par rapport à l'acte d'expertise qu'il va donner. C'est ça.
Merci. Il y a une autre question. Alors, c'est par rapport au délai de rendez-vous. Alors, comme Monsieur Eunin l'évoque, dans quel délai un patient épileptique peut-il obtenir un rendez-vous? 1 mois, 3 mois, point d'interrogation. Alors, peut-être en précision, là, dans le cas présent, on est déjà sur des patients connus du service de neurologie. Alors, oui, sur cette question, sur vos retours d'expérience, combien de temps ça prend quand vous demandez un suivi, des consultations, sous quel délai finalement celle-ci peut être, réalisée? Ça dépend de la disponibilité des neurologues, évidemment, et donc aussi quand même un peu de la situation. Si je présente une situation plus urgente, ils en tiennent compte, mais il y a quand même des délais de plusieurs mois. Oui, pour nous, ça change pas, enfin, ça change pas du circuit classique. Les délais sont les mêmes. D'accord, les délais restent inchangés. Et d'accord, par rapport au rendez-vous que vous pouvez prendre, en tout cas, il n'y a pas de modification annoncée. Effectivement, après. On a d'autres moyens de faire appel aux médecins experts en cas d'urgence, par mail, par fax, D'accord. Donc là, c'est plus un suivi classique, mais qui vous permet d'avoir d'autres avantages. Mais de votre côté, il n'y a pas forcément de gain de temps de prise en charge pour le moment. D'accord. Oui, je pense que dans la philosophie, c'était vraiment de pouvoir substituer des suivis annuels en présentiel par de la visio, lorsque ce n'était pas forcément nécessaire ou compliqué à mettre en place. Donc effectivement, puis ça demande ce qu'on disait aussi au niveau des services de neurologie, des nouvelles organisations pour peut-être développer de plus en plus de plages aussi pour ces téléconsultations et pouvoir, pourquoi pas, proposer des créneaux plus court pour la téléconsultation par rapport à une consultation classique. Bon. Mais là, c'est vraiment un travail engagé au niveau des services de neuro aussi pour développer cette offre. Ok, est-ce que vous avez d'autres dernières questions? On arrive à 13h, on va tenir le timing, mais on a le temps encore de prendre une ou deux questions. N'hésitez pas avant que l'on clôture ou apporter une précision pour les intervenants. Moi, je voulais dire que je sais qu'il y a des établissements qui n'ont pas de grande présence médicale et que actuellement, bon, c'est moi qui porte un peu ça, mais j'ai tout à fait envie que ça puisse être ensuite transmis vers des infirmières et vraiment, l'outil est facile à utiliser et ça peut être d'autres personnes. Là, on a 2 médecins qui interviennent et qui ont montré qu'ils l'ont fait, mais ça peut. Moi, je souhaite passer la main après auprès des infirmières. Voilà. Ça, c'est des choses effectivement sur lesquelles on pourra potentiellement revenir vers vous pour vous accompagner. On va revenir sur l'usage et voir effectivement s'il y a d'autres professionnels autour de vous qu'on est susceptible de pouvoir accompagner. En tout cas, c'était très intéressant d'avoir vos retours, vos témoignages, parce que c'est vrai que on remarque aussi que pour les experts, souvent, ils apportent cette expertise, ils prennent du temps et ils s'organisent. Et je pense que c'est bien pour eux aussi de voir que c'est positif, on va dire, que leur organisation et ce qu'ils apportent est satisfaisant pour vous. Et puis, c'est aussi bien de savoir ce qu'on est en possibilité de développer prochainement pour continuer de vous accompagner dans cet usage, puisqu'il a l'air satisfaisant. Donc, merci pour vos témoignages. Merci. Il y a une dernière question qui est arrivée. On va peut-être la prendre. Cela veut-il dire que les IPA, donc les infirmières de pratique avancée, pourraient pratiquer ces consultations à distance? Je
n'ai pas la réponse directement, mais je ne connais pas bien ces pratiques des infirmières de pratiques avancées qui ne sont pas directement adossées, je crois, aux établissements médico-sociaux, mais plutôt des professionnels présents au sein des centres hospitaliers. Mais en tout cas, une infirmière de coordination, en tout cas présente au sein d'un établissement médico-social, peut être à l'origine d'une saisine et organisée sans temps d'un médecin, la présence d'un médecin pour une téléconsultation. C'est ce qu'il faut retenir peut-être. Tout à fait. Et ça se fait par exemple à Angers. Après, effectivement, bien évidemment, il y a on va dire que ce travail se fait avec le contrôle du médecin. Mais c'est des choses, bien évidemment, qui peuvent être mises en place. Encore une fois, l'organisation est très importante. Le tout étant de définir les process, puisqu'en fait, il faut aussi garder en tête que la téléconsultation, c'est pas parce qu'on est en digital qu'on se passe de tracé. C'est-à-dire que d'un point de vue médico-légal, on doit pouvoir être en capacité d'identifier la personne qui est à l'origine d'une demande, la personne qui a répondu à l'expertise. On doit, comme pour une visite classique, savoir qui a fait quoi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, la traçabilité qui reste importante, même si on est derrière un écran. On doit être, ça doit être quelque chose qui reste dans les process d'organisation, et tout va dépendre en fait des établissements. Mais c'est des choses qui peuvent être envisagées sous réserve d'une organisation bien calée avec les médecins qui sont en accord avec cette démarche. C'est une histoire de mise en place de process pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe dans le service et que les patients soient suivis au mieux. Et nous, on est là pour vous accompagner. C'est vraiment le propre de notre travail au GCS e-santé, quoi, sur la mise en place de toutes ces stratégies-là. Bon, moi, je voulais me présenter. Moi, je suis Florinda Criane. Je suis correspondant local de l'association Épilepsie France depuis pas très longtemps, fin septembre. En fait, je voulais vous dire que vous pouvez me joindre. Je vais vous écrire mes coordonnées dans la boîte à discussion là-bas pour ceux qui ont besoin sur le département 49. Je vais vous écrire mon mail et mon numéro de téléphone si vous voulez me joindre. Voilà. Merci Florinda. D'ailleurs, j'ai partagé un certain nombre de liens dans la boîte de discussion d'acteurs clés qui peuvent être sollicités sur cette thématique de la téléconsultation. Je me suis permis évidemment de mettre le lien vers le site du GCS e-santé. Sur la région Pays de la Loire, vous pouvez nous contacter, un Prior, s'il y a des projets similaires de déploiement de cette offre de téléconsultation épilepsie sur d'autres départements. Le dispositif Erasme en Bretagne, qui peut être certainement ressource, et puis le site www.paces.care, qui est le site de la communauté de pratique épilepsie et handicap, où vous pouvez retrouver l'ensemble des actualités de la COP, les acteurs clés et les webinaires que l'on a déjà réalisés. L'ensemble des événements également de cette semaine épilepsie et handicap sera disponible sur cette plateforme et sur les sites de ces différents partenaires. Je vais conclure. Je remercie l'ensemble des intervenants pour cette présentation et ce premier retour d'expérience. Et puis, je note que un retour assez positif de nouveaux usages. C'est ce qui a été également mentionné dans la boîte de discussion. Très intéressant d'avoir des temps d'échange simultané patients, familles et avec différents professionnels au sein d'établissements. Donc certainement un usage à diffuser, à faire connaître et à développer sur de nouveaux territoires. Et on note également le projet de G-Mobile, qui peut être une phase supplémentaire de déploiement de cette téléconsultation épilepsie, pour lequel, je pense, la communauté de pratique peut apporter encore un soutien, une réflexion sur ce projet. Merci à tous pour avoir participé à ce webinaire, et je laisse la boîte de discussion ouverte un moment si vous voulez récupérer les différentes adresses mail. Et bonne fin de journée et puis bon appétit. Merci à tous.